ne peut s'empêcher de penser à la mort, pas vraiment, pas de manière permanente. Peut-être que cela arrive la nuit, quand le sommeil refuse de venir. Peut-être que c'est en lisant un article relatant le décès d'une personne de votre âge. Peut-être que c'est en vous regardant dans le miroir, remarquant un autre cheveu gris, une autre ride, un autre signe que le temps passe, que vous le vouliez ou non. Cette pensée est toujours là, tapie dans l'ombre, et peu importe le nombre de fois où vous la repoussez, peu importe à quel point vous vous occupez, peu importe combien vous vous divertissez avec le travail, les loisirs ou les réseaux sociaux, cette pensée revient, vous allez mourir, tous ceux que vous aimez vont mourir, et vous ne pouvez rien faire pour l'empêcher. Ce n'est pas du pessimisme, ce n'est pas de la morbidité, c'est la condition fondamentale de l'existence humaine. Nous sommes la seule espèce sur Terre à savoir avec certitude que la mort approche. Les autres animaux craignent les prédateurs. Ils fuient le danger, mais ils ne restent pas éveillés la nuit à contempler l'inévitable de leur propre non-existence. Nous, si, les psychologues ont un nom pour ça. Ils appellent ça la théorie de la gestion de la terreur. C'est l'étude de la manière dont les humains font face à la connaissance de leur propre mort. Et la recherche révèle quelque chose de troublant. Nous ne gérons pas bien. La plupart d'entre nous vivent dans un état constant de bas niveau, d'anxiété existentielle, qui façonne tout ce que nous faisons, sans même que nous nous en rendions compte. Mais il y a eu une personne qui semblait avoir trouvé une autre manière d'appréhender la mort. Quelqu'un qui a affronté sa propre mortalité avec une sérénité remarquable. Quelqu'un qui, lorsque la mort est finalement survenue, a refusé les traitements médicaux qui auraient pu prolonger sa vie et a simplement dit « Je veux partir quand je le veux ». Il est de mauvais goût de prolonger artificiellement la vie. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Cette personne était Albert Einstein. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez ce qu'Einstein savait de la mort, que la plupart des gens n'apprennent jamais. Vous verrez comment la physique elle-même a modifié sa façon de penser la mortalité. Et vous découvrirez pourquoi Einstein pensait que la peur de la mort est la plus injustifiée de toutes les peurs. Commençons par ce que la psychologie nous dit, sur les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas arrêter de penser à la mort. Dans les années 1970 et 1980, 3 chercheurs nommés Sheldon Solomon, Jeff Greenberg et Tom Pisczynski ont développé la théorie de la gestion de la terreur, basée sur les travaux de l'anthropologue culturel Ernest Becker. Becker avait soutenu dans son livre « La négation de la mort », récompensé par le prix Pulitzer, que la civilisation humaine elle-même est en grande partie un mécanisme de défense contre la terreur de la mortalité. La théorie de la gestion de la terreur propose que les humains soient confrontés à un conflit psychologique unique. D'un côté, nous avons une puissante pulsion biologique d'autopréservation. Chaque cellule de notre corps veut survivre. Chaque instinct nous pousse vers une existence continue. De l'autre, nous avons la capacité cognitive de comprendre que notre survie est finalement impossible. Nous savons que nous allons mourir. Cela crée ce que les chercheurs appellent la terreur existentielle. La conscience de la mort menace de nous submerger d'anxiété. Si nous étions pleinement confrontés à la réalité de notre mortalité à chaque instant, nous pourrions être paralysés par la peur. Nous pourrions être incapables de fonctionner. Alors, nous développons des défenses psychologiques. Nous construisons des systèmes de sens qui agissent comme des boucliers contre la peur de la mort. Nous construisons des visions culturelles du monde qui nous donnent un sentiment de signification et de permanence. Nous recherchons l'estime de soi parce que se sentir valorisé et important nous aide à gérer la terreur d'être temporaire. Des recherches récentes de l'Université Texas A&M en 2025 ont révélé que les personnes qui ont des convictions claires et cohérentes sur la façon dont le monde fonctionne et sur la façon dont les choses sont liées les unes aux autres semblent être protégées lorsqu'elles pensent à la mort. Leur sentiment de sens ne diminue pas.
Mais les personnes sans de telles visions cohérentes du monde éprouvent une détresse psychologique significative. Lorsqu'elles sont confrontées à leur mortalité, la recherche montre également que nous utilisons différents mécanismes de défense, selon que les pensées de mort sont conscientes ou inconscientes. Lorsque nous sommes consciemment conscients de la mort, nous utilisons ce que les psychologues appellent des défenses proximales. Nous supprimons les pensées, nous les rationalisons. Nous nous disons que la mort est loin dans le futur et que ce n'est pas quelque chose dont il faut s'inquiéter maintenant. Mais lorsque les pensées de mort sont reléguées en dessous du seuil de la conscience, elles ne disparaissent pas, elles restent accessibles, tapiées aux confins de la conscience, prêtes à ressurgir à tout moment. Et à partir de ce niveau inconscient, elles influencent notre comportement d'une manière que nous ne reconnaissons pas. Nous devenons plus défensifs vis-à-vis de nos visions culturelles du monde. Nous devenons plus hostiles aux personnes différentes de nous. Nous sommes plus préoccupés par le statut et la réussite. Nous poursuivons des projets d'immortalité, des tentatives de créer quelque chose qui survivra à notre mort physique, que ce soit par le biais d'enfants, d'œuvres créatives ou de la construction d'un héritage. Des études transculturelles publiées en 2024 révèlent des schémas fascinants sur la manière dont différentes sociétés gèrent l'anxiété face à la mort. Les cultures collectivistes ont tendance à s'appuyer sur des visions communautaires du monde, trouvant du réconfort dans leurs liens avec la famille, les ancêtres et les traditions continues. Les cultures individualistes mettent l'accent sur la signification personnelle, cherchant à établir des héritages uniques, qui persisteront après la mort. La recherche neuroscientifique a commencé à cartographier les régions du cerveau impliquées dans la conscience de la mortalité. Des études relient les effets de la science de la mortalité à l'activité de l'amygdale, le centre de la peur du cerveau, et du cortex préfrontal, la région responsable de la pensée abstraite et de la conscience de soi. Lorsque nous contemplons notre propre mort, ces régions présentent des schémas d'activation caractéristiques qui peuvent être mesurés et étudiés. Cette recherche nous dit quelque chose d'important. L'anxiété face à la mort n'est pas seulement un problème philosophique. Elle est câblée dans notre neurobiologie. C'est une caractéristique fondamentale de la façon dont fonctionne le cerveau humain. Nous ne pouvons pas simplement y échapper par la pensée. Nous ne pouvons pas simplement décider de ne pas avoir peur de la mort. Mais certaines personnes semblent transcender cette condition humaine universelle. Certaines personnes affrontent la mort avec équanimité au lieu de terreur. Et comprendre comment elles y parviennent pourrait offrir au reste d'entre nous une voie à suivre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas arrêter de penser à la mort. Ce n'est pas un échec personnel. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une caractéristique fondamentale de la conscience humaine. Le prix à payer pour savoir que vous existez est de savoir que vous cesserez d'exister. Le prix de la conscience de soi est la conscience de la mortalité. Mais Einstein a trouvé une relation différente à cette expérience humaine universelle. Et son chemin vers cette relation est passé par la physique. Einstein a dit un jour « La peur de la mort est la plus injustifiée de toutes les peurs, car il n'y a aucun risque de préjudice pour quelqu'un qui est mort. » À première vue, cela ressemble à une observation philosophique intelligente. La mort ne peut pas vous nuire, parce que vous ne serez pas là pour en faire l'expérience. Le philosophe grec ancien Épicure a fait un argument similaire. Là où est la mort, je ne suis pas. Là où je suis, la mort n'est pas. Par conséquent, la mort n'est rien pour moi. Mais la compréhension d'Albert Einstein allait bien au-delà d'un simple jeu de mots philosophique, car la physique d'Albert Einstein lui a offert une compréhension fondamentalement différente de ce qu'est réellement la mort.
C'est crucial à comprendre. Albert Einstein ne se contentait pas de philosopher sur la mort. Il ne se contentait pas d'offrir des platitudes réconfortantes. Il avait découvert, après des décennies de travail scientifique rigoureux, que la nature du temps elle-même est différente de ce que le bon sens suggère. Et cette découverte a des implications profondes sur ce que la mort signifie réellement. En 1905, Albert Einstein a publié sa théorie de la relativité restreinte. L'une de ses implications est que le temps n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Le temps n'est pas un fleuve qui coule du passé vers le futur. Le temps ressemble davantage à une dimension similaire à l'espace. Tout comme différents observateurs peuvent se trouver à différents endroits dans l'espace, différents observateurs peuvent se trouver à différents endroits dans le temps. Et tout comme tous les lieux de l'espace existent simultanément, tous les lieux du temps existent simultanément dans la structure quadridimensionnelle de l'espace-temps. C'est ce que les physiciens appellent l'univers-bloc. Dans l'univers-bloc, le passé n'a pas disparu. Il existe encore. L'avenir existe déjà. Nous faisons simplement l'expérience du temps, comme s'il s'écoulait, comme s'il passait d'un moment à l'autre. Mais cette expérience est subjective. C'est, comme l'appelait Albert Einstein, une illusion obstinément persistante. Albert Einstein a exprimé cette compréhension le plus clairement après la mort de son ami de longue date, Michel Bessot, en mars 1955. Michel Bessot et Albert Einstein se connaissaient depuis l'université. Michel Bessot était la seule personne qu'Albert Einstein a remerciée nommément dans son article de 1905 sur la relativité restreinte. Ils avaient été des amis proches pendant plus de 50 ans. Lorsque Michel Bessot est décédé, Albert Einstein a écrit une lettre à sa famille qui est devenue l'une de ses déclarations les plus célèbres sur la mort. Il a écrit « Maintenant, il a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Pour ceux d'entre nous qui croient en la physique, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. » Lisez attentivement ces mots. Cela ne signifie rien. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Albert Einstein n'offrait pas une vaine consolation. Il exprimait sa compréhension authentique de ce que signifie la mort dans un univers bloc. Michel Bessot n'était pas parti. Il n'avait pas cessé d'exister. Il avait simplement quitté Albert Einstein un peu avant lui pour une région de l'espace-temps où Albert Einstein n'avait pas encore voyagé. Mais cette région existe. Et toute la vie de Michel Bessot, de la naissance à la mort, existe éternellement dans le tissu de l'espace-temps. Cette perspective n'élimine pas la mort. Albert Einstein ne prétendait pas que nous vivons éternellement au sens conventionnel du terme. Mais elle transforme ce que la mort signifie. La mort n'est pas l'anéantissement. Ce n'est pas la fin de l'existence. C'est une frontière au sein de l'existence. Une frontière qui, vue de l'extérieur du temps, ne représente pas un passage de l'être au non-être, mais simplement une limite à l'extension d'une vie particulière au sein du bloc éternel de l'espace-temps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il est évident que vous souhaitez comprendre comment le plus grand physicien de l'histoire envisageait les questions les plus profondes de l'existence humaine. Ce type de recherche et d'analyse demande un travail sérieux. Si ce contenu a de la valeur pour vous, pensez à soutenir cette chaîne grâce à Super Thanks. Votre soutien rend ce travail possible et indique que vous souhaitez davantage de contenu qui prenne ces questions au sérieux. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment Albert Einstein a affronté sa propre mort, parce que c'est là que la théorie rencontre la réalité. En avril 1955, quelques semaines seulement après avoir écrit cette lettre à la famille de Michel Bessot, Albert Einstein lui-même a commencé à mourir. Il souffrait de douleurs abdominales depuis des décennies. En 1948, des chirurgiens avaient découvert un important anévrisme de son aorte, la principale artère transportant le sang du cœur. Ils l'avaient renforcée chirurgicalement, mais ils savaient qu'elle pouvait se rompre à tout moment.
Le 17 avril 1955, l'anévrisme s'est rompu. Albert Einstein a subi une grave hémorragie interne. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Princeton. Les médecins l'ont examiné et ont conclu qu'une intervention chirurgicale d'urgence pourrait lui sauver la vie, au moins temporairement. Albert Einstein a refusé. Il a dit aux médecins « Je veux partir quand je veux. Il est de mauvais goût de prolonger artificiellement la vie. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. » Ce n'était pas un suicide. Ce n'était pas un abandon. C'était un homme qui avait passé sa vie à comprendre la nature de la réalité, faisant un choix conscient sur la façon d'en affronter la fin. Il avait encore du travail à faire. Il y avait un discours pour le jour de l'indépendance d'Israël qu'il devait terminer. Il y avait des équations sur lesquelles il travaillait encore. Mais il ferait ce travail aussi longtemps qu'il le pourrait naturellement. Puis il partirait. Au cours des 24 heures suivantes, Albert Einstein a dérivé entre conscience et inconscience. Il n'a demandé que ses lunettes, ses instruments d'écriture et ses dernières équations. 12 pages de travail mathématique gisaient à côté de son lit de mort. Il travaillait encore sur sa théorie du champ unifié, essayant toujours de comprendre la structure mathématique de la réalité. À 1h15 du matin, le 18 avril 1955, Albert Einstein a prononcé ses derniers mots. Ils étaient en allemand. L'infirmière de service s'appelait Alberta Rosel. Elle ne parlait pas allemand. Le sens des derniers mots d'Albert Einstein a été perdu à jamais. Il a pris 2 autres respirations et est mort. Il avait 76 ans. Il y a quelque chose de poétique dans la perte de ces derniers mots. Albert Einstein avait passé sa vie à essayer de communiquer des vérités profondes sur la nature de la réalité. Il avait écrit des articles qui ont changé la façon dont l'humanité comprenait l'espace et le temps. Et sa toute dernière déclaration, sa dernière tentative de communication, a été perdue à cause d'une simple barrière linguistique. Peut-être qu'il importe peu de savoir quels étaient ces mots. Peut-être que ce qui importe, c'est la façon dont Albert Einstein a vécu ces dernières heures, toujours en train de travailler, toujours en train de penser, toujours en train d'essayer de comprendre. Il n'était pas paralysé par la peur, il n'était pas consumé par le regret. Il faisait ce qu'il avait toujours fait, s'engager avec le mystère de l'existence. La veille de sa mort, Albert Einstein travaillait sur un discours qu'on lui avait demandé de prononcer pour le jour de l'indépendance d'Israël. Il ne l'a jamais terminé, mais il y travaillait encore, continuant à contribuer, toujours engagé avec le monde au-delà de sa propre mortalité. C'est le contraire de ce que la théorie de la gestion de la terreur prédirait. Selon la théorie de la gestion de la terreur, les personnes confrontées à la mort devraient devenir plus défensives, plus axées sur leur vision du monde culturel, plus préoccupées par leur construction d'un héritage. Mais Albert Einstein semblait transcender ces mécanismes de défense. Il a affronté la mort ouvertement, directement, sans l'armure psychologique dont la plupart d'entre nous ont besoin. Ce qui me frappe dans la mort d'Albert Einstein, ce n'est pas sa tragédie, mais sa paix. Voici un homme qui avait passé sa vie à réfléchir aux questions les plus profondes de l'existence. Et lorsque sa propre existence a pris fin, il l'a rencontrée avec sérénité, avec dignité, avec acceptation. La peur de la mort est la plus injustifiée de toutes les peurs. Albert Einstein ne s'est pas contenté de le dire. Il l'a vécu. Il l'a démontré dans la façon dont il est mort. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'Albert Einstein savait qui lui permettait de transcender la terreur existentielle, qui étreint la majeure partie de l'humanité? Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Premièrement, Einstein comprenait que l'identité individuelle est une illusion. En 1950, il a écrit une lettre célèbre à un père en deuil, un certain Robert Marcus, dont le fils était récemment décédé. Dans cette lettre, Einstein exprimait sa compréhension de la séparation et de la mort en termes profonds. Il écrivait « Un être humain fait partie d'un tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Il se vit lui-même, ses pensées et ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous.
nous limitant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques personnes qui nous sont les plus proches. Einstein poursuivait: notre tâche doit être de nous libérer de cette prison, en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et la totalité de la nature dans sa beauté. Si le soi séparé est une illusion d'optique, alors qu'est-ce qui meurt exactement quand nous mourons? Le corps se décompose, certainement. Le cerveau cesse de fonctionner. Mais le sentiment d'être un individu séparé, qui semblait si réel, n'a jamais été réel au départ. C'était toujours une illusion. On ne peut pas tuer ce qui n'a jamais véritablement existé. C'est une perspective radicale. Elle ne nie pas que la mort survienne. Elle ne nie pas que la conscience prenne fin. Mais elle recadre ce que nous pensons être en train de mourir. La vague pense qu'elle est en train de mourir quand elle retourne à l'océan. Mais la vague a toujours été océan. Elle n'a jamais été véritablement séparée. Deuxièmement, Einstein comprenait que le temps n'est pas ce qu'il paraît être. Si le passé existe encore, si tous les moments du temps existent éternellement dans l'univers bloc, alors la mort ne nous retire pas de l'existence. Elle marque simplement la limite de notre étendue temporelle au sein de l'existence. Troisièmement, Einstein croyait que ce qui compte véritablement, c'est la contribution, pas la continuation. Il disait: notre mort n'est pas une fin, si nous pouvons continuer à vivre dans nos enfants et dans la jeune génération. Mais il vivait aussi comme si ses contributions scientifiques, son travail pour comprendre l'univers, étaient une forme de transcendance. La connaissance qu'il a découverte persisterait longtemps après la fin de son existence individuelle. Quatrièmement, Einstein entretenait ce qu'il appelait un sentiment religieux cosmique. Un sentiment immense de crainte face à l'ordre et à la beauté de l'univers. Ce sentiment plaçait son existence individuelle dans un contexte plus large. Il faisait partie de quelque chose de vaste et de magnifique. Sa participation temporaire à cette vastitude n'était pas diminuée par le fait d'être temporaire. Et cinquièmement, Einstein était déterministe. Il croyait que tout ce qui arrive est le résultat inévitable de causes antérieures. Il citait Schopenhauer, disant que l'homme peut faire ce qu'il veut, mais ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Si tout est déterminé, alors la mort aussi est déterminée. Lutter contre l'inévitable n'est pas du courage, c'est de la confusion. Accepter l'inévitable avec grâce est de la sagesse. La théorie de la gestion de la terreur nous dit que nous faisons face à l'angoisse de la mort en construisant des systèmes de signification. Albert Einstein avait le système de signification le plus puissant imaginable. Il comprenait la structure mathématique de la réalité. Il voyait comment l'univers fonctionne. Il entrevoyait l'ordre cosmique qui sous-tend toute existence. Cette compréhension était son bouclier contre la terreur existentielle. Mais il y a quelque chose de plus. Quelque chose qui va au-delà de la psychologie et entre dans le domaine de la philosophie. Et peut-être de la spiritualité. Albert Einstein se décrivait autrefois comme un non-croyant profondément religieux. Il rejetait les dieux personnels et l'intervention surnaturelle. Mais il ressentait quelque chose qu'il ne pouvait qualifier que de religieux, lorsqu'il contemplait l'ordre de l'univers. Un sentiment de connexion profonde avec quelque chose de plus grand que lui-même. Un sentiment que l'univers n'est pas seulement une collection d'atomes et de forces, mais qu'il est significatif, beau, digne d'admiration. Ce sentiment religieux cosmique est peut-être la protection la plus profonde contre la peur de la mort. Lorsque vous vous sentez faire partie de quelque chose d'infini et d'éternel, lorsque vous expérimentez l'univers comme un tout unifié dont vous êtes une expression, la mort de votre forme individuelle prend une signification différente. Vous n'êtes pas soustrait de l'existence. Vous retournez à la source d'où vous venez. Vous êtes une vague qui s'est élevée de l'océan et qui retourne maintenant à l'océan. La vague prend fin, mais l'océan continue. Les psychologues qui ont développé la théorie de la gestion de la terreur ont reconnu qu'il existe un potentiel positif dans la conscience de la mortalité.
Lorsqu'une personne prend conscience que ses actions sont influencées par la peur de la mort, elle peut choisir consciemment de prendre des mesures positives à la place. Elle peut choisir d'agir avec bonté plutôt que sur la défensive. Elle peut choisir de trouver un sens plutôt que de fuir dans la distraction. Elle peut utiliser sa conscience de la mort comme motivation pour vivre plus pleinement. Einstein semble avoir découvert ce chemin par lui-même, des décennies avant que la théorie de la gestion de la terreur ne soit développée. Il a utilisé sa conscience de la mortalité non pas comme une source de terreur, mais comme une motivation pour contribuer, pour comprendre, pour s'engager dans les questions profondes de l'existence. L'une de ses citations les plus célèbres capture cette attitude. Il a dit « Essayez de ne pas devenir un homme de succès, mais plutôt d'essayer de devenir un homme de valeur. Le succès implique l'accumulation, la construction d'un héritage, la poursuite de l'immortalité à travers la réussite. La valeur implique la contribution, le service, être utile aux autres. Peu importe que cette contribution soit mémorisée ou non. » Einstein a également dit « Seule une vie vécue pour les autres vaut la peine d'être vécue ». Cela reflète sa compréhension que l'illusion d'optique d'être un individu séparé est la source de notre souffrance. Lorsque nous vivons pour nous-mêmes seulement, lorsque nous poursuivons notre propre survie et notre propre importance comme si nous étions séparés du reste de l'existence, nous nous emprisonnons dans l'anxiété. Lorsque nous vivons pour les autres, lorsque nous élargissons notre cercle de compassion, nous transcendons les frontières étroites de l'ego et nous nous connectons à quelque chose de plus grand que notre mortalité individuelle. Voici ma question pour vous. Après tout ce que vous avez appris aujourd'hui sur la théorie de la gestion de la terreur, sur l'univers bloc, sur la façon dont Einstein a fait face à sa propre mort, comment vous situez-vous par rapport à votre propre mortalité? Commentez peur. Si la mort vous effraie encore, si la pensée d'une non-existence vous remplit d'effroi, si vous vous trouvez incapable d'accepter qu'un jour vous cesserez d'exister, il n'y a aucune honte à cela. C'est la condition humaine. Commentez pas. Si vous avez trouvé une forme d'acceptation, si la compréhension d'Albert Einstein résonne avec vous, si vous avez découvert votre propre façon de vous relier à la mortalité, qui n'implique pas la terreur, commentez combat. Si vous êtes quelque part entre les deux, si certains jours vous ressentez de l'acceptation et d'autres jours la peur revient, si vous travaillez à atteindre la paix mais que vous n'y êtes pas encore pleinement arrivé. Je lis chaque commentaire, je répondrai pendant les 2 prochaines heures. Vous ne pouvez pas arrêter de penser à la mort. Cela ne changera pas. La conscience de la mortalité est intrinsèquement liée à la nature même de la conscience humaine. C'est le prix que nous payons pour avoir conscience de nous-mêmes. Mais peut-être pouvez-vous changer votre façon de concevoir la mort. Peut-être pouvez-vous passer de la terreur à l'acceptation. Peut-être pouvez-vous trouver, comme l'a trouvé Albert Einstein, une perspective qui transforme la mortalité d'une menace en un simple fait de l'existence. Einstein a fait face à la mort en travaillant sur des équations. Il a fait face à la mort en essayant de comprendre. Il a fait face à la mort, toujours curieux, toujours impliqué, toujours en quête de savoir. Il n'a pas gaspillé ses dernières heures dans la peur ou le regret. Il les a passées à faire ce qu'il avait toujours fait, essayer de comprendre l'univers. C'est une façon d'affronter la mort. Peut-être la meilleure façon, ne pas la fuir, ne pas la nier, mais vivre si pleinement, si intensément, si engagé dans le mystère de l'existence, que lorsque la mort survient, vous pouvez dire ce qu'Einstein a dit « J'ai fait ma part, il est temps de partir, je le ferai avec élégance ». La peur de la mort est la plus injustifiée de toutes les peurs. Einstein savait pourquoi on ne peut cesser de penser à la mort. Il comprenait que notre conscience de la mortalité est ancrée dans la structure même de la conscience humaine. Il savait que chaque être humain qui a jamais vécu s'est confronté à la même terreur existentielle à laquelle vous êtes confrontés. Mais il savait aussi
que vous n'avez pas à avoir peur. Il savait que la physique révèle un univers où le temps n'est pas ce qu'il semble, où le passé existe encore, où la mort n'est pas l'anéantissement, mais une frontière au sein d'une existence éternelle, où le moi séparé qui craint la mort est lui-même une illusion d'optique qui n'a jamais vraiment existé. Et il savait que le moyen de transcender la peur n'est pas de nier la mort, mais d'embrasser une perspective plus large, d'élargir votre cercle de compassion jusqu'à vous sentir partie intégrante de tout, de contribuer plutôt que d'accumuler, de valoriser plutôt que de réussir, de vivre pour les autres plutôt que pour la survie de votre propre ego. Et si vous pouvez apprendre ce qu'il a appris, vous n'avez pas non plus à avoir peur. L'univers qu'Einstein a découvert est étrange et magnifique et beaucoup plus mystérieux que ne le suggère notre expérience quotidienne. Dans cet univers, la mort n'est pas la fin, c'est simplement une limite. Et vous, en tant que partie de cet univers, êtes plus que l'onde temporaire que vous pensez être. Vous êtes l'océan lui-même, s'exprimant sous la forme d'une vague pendant un court instant. Et lorsque la vague s'achève, l'océan demeure pour toujours.